Chapitre 20. Une chose inquiétait Bobby. Joséphine allait venir à la Jourdain. Les autres avaient une raison, elle avait 2 raisons de venir. Et là, il allait y avoir aussi Mademoiselle Aurore. Il se souvenait de l'an d'avant, quand Joséphine était en face de lui et Aurore à côté de lui. Maintenant, c'était tout changé. Elle arriva en effet avec Jacou et Barbe. Elle s'était arrangée pour qu'Honoré ne vienne pas. Barbe avait 100 choses à dire, Jacou écoutait et regardait tout d'un air grave. Il était dans une paix soucieuse et sévère. Joséphine entraîna Bobby vers l'étable en disant « Allons voir la chèvre ?» À ce moment-là, Marthe disait « Entrez !» Et les autres entraient très lentement en se rendant compte que tout ça allait être très important. On entendait des bruits de charrettes de droite et de gauche sur les chemins qui venaient de chez Karl, de chez Randoulet et de chez Madame Hélène. « Moi, » dit Joséphine, et elle embrassa la bouche de Bobby goulûment et en gémissant et avec ses lèvres de boue brûlante. Il pensait, lui, que le temps était bien à la construction sereine et grave et qu'au contraire, ici, il était en train de tuer toute joie, mais peu à peu, il répondit à la bouche de feu et il caressa les seins qui s'écrasaient contre sa poitrine. Randoulet arriva rond, rose et joyeux. Ses yeux qui contemplaient depuis 2 mois l'essor extraordinaire de ces grands champs d'herbe étaient pleins de rêve et de soleil. Il avait avec lui Honorine, le noir et Zulma pareil à une statue de marbre et de paille. Karl arriva avec Madame Karl et le fils. Madame Karl faisait des politesses, elle n'était pas encore habituée à ces réunions, mais elle dit doucement en montrant son mari et son fils « Oh, ils m'ont raconté pendant tout l'hiver. » Bobby s'inquiétait d'Aurore, et quand il entra à la ferme, il regarda tout de suite si elle était là. Ni elle, ni Madame Hélène. Peu après, Madame Hélène arriva, mais seule. Puis Joséphine entra, ne faisant semblant de rien, une tige d'avoine aux dents. « Voilà ce que j'ai à dire, » dit Bobby. « Et d'abord, qui a du blé ?»« Comment ?» dit Jacou. « Et puis, moi j'en ai. » Ils dirent tous « Nous en avons tous, qui a du blé ?»« Bien sûr que nous en avons tous, pourquoi ?»« Attendez, vous verrez, » dit Bobby. « Tu en as, toi ?» Il s'était tourné vers Randoulet. « J'en ai, » dit Randoulet. « Il est menteur, » dit le noir, « comme un arracheur de dents. »« De quoi te mêles-tu » dit Randoulet. « Si je ne m'en mêlais pas, » dit le noir, « tu serais propre. » Le maître berger avait les yeux ardents et la bouche toute rouge, comme si ses paroles étaient brûlantes. Randoulet fit « Bobo » en haussant les épaules. Une tête dure, un cruchon, une pierre à sel, une montagne de fumier, une noix, un front de bête et une galère, voilà ce que tu es, dit le noir. Toi, dit Honorine, tu devrais un peu mieux parler de ton maître. Car, dit Randoulet, si jamais tu me parles mal, moi je te ferai partir un jour ou l'autre dans la longueur des chemins. Attention à ta langue. Voilà, dit le noir. Celui-là n'a pas de blé, celui-là crève la gueule ouverte. Mais non, dit Randoulet. Nous sommes assez grands, dit Honorine. Mais, dit Bobby, ton blé, tu l'as semé dans quel endroit de la terre? Pardon, demanda Randoulet. Où est ton champ? Tu sais bien que je n'en ai pas. Alors, c'est un blé qui pousse en l'air? C'est un blé qui pousse avec des sous, dit le noir, et je vois le moment où cet homme-là va me dire « Descendons aux plaines avec les moutons », car il sera obligé d'en vendre, peut-être de les vendre tous, pour faire des sous et pour acheter de la farine, car celui-là que vous voyez là, et qui est mon patron, et qui n'a pas de champ, celui-là, mes braves gens, moissonne sans avoir besoin ni de soleil ni de faux. Mais vous savez ce qu'il moissonne et avec quoi il fait son pain? Il fait son pain avec son bonheur. Il n'a jamais été si heureux que depuis qu'il a son grand troupeau dans sa grande herbe. Mais vous verrez que peut-être demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, il me dira « Allez, le noir, on descend aux plaines. » Et il ira tout vendre, parce que moi j'ai vu ce qui reste dans la farinière. Je le sais, je ne parle pas pour rien dire. Je ne parle pas pour dire « Moi j'en ai du blé, je ne suis pas un menteur, moi. » Randoulet haussa les épaules, mais il avait courbé la tête. « Toi, dit-il, tu as l'habitude de parler seul quand tu es seul sur la terre avec tes moutons. À ce moment-là, ce que tu dis n'a pas d'importance.
Mais ici, il y a du monde, ce n'est pas nécessaire de dire des choses qui font de la peine. Je n'ai pas voulu te faire de la peine. Marthe, dit Bobby, montre un peu ce que tu as fait avec la laine de Randoulet. Marthe dit, pousse-toi. Jacou se poussa. Marthe releva le couvercle de la huche à farine. Elle sortit la toile de laine. Je l'ai mise là-dedans, dit-elle, pour qu'elle sèche un peu, mais pas pour la blanchir. La laine était blanche comme de la neige. Elle la secoua. Une poussière de farine emplit les 4 gros rayons de soleil qui descendaient de la fenêtre. « Regardez, dit Marthe, touchez. » Les femmes s'étaient approchées. « Il te faut, dit Barbe, non pas baisser le peigne, mais le frapper d'un coup sec sur la trame, et alors au lieu de te faire le carré grain de blé, ça te fera le carré grain de riz. C'est plus solide, dit-elle après. « Qu'est-ce que vous en pensez, dit Bobby, si on était habillé comme ça? » Ce blanc-là, dit Jacou, pour aller dans la terre ou dans les étables, ce n'est pas pratique. Il y a de la laine noiraude, dit Randoulet. Oui, dit Bobby, et justement de la couleur de la terre. Il y a, dit Jourdan, la sève de l'églantine, et si on la fait couler dans une casserole et qu'on la fasse bouillir, elle donne une couleur verte pour teindre la laine. Si c'est de ça, dit Barbe, on a aussi la cosse de maïs qui fait du jaune, et tant d'autres choses. Qu'on trouvera, dit Jourdan. Car, dit Marthe, vous n'avez pas encore vu ce que ça fait sur un corps. Viens un peu, Zulma. La pièce d'étoffe était longue de 3 mètres et large de 2. Enlève ta couronne de paille, dit Randoulet. Mais laisse-la lui, dit Honorine. Marthe couvrit les épaules de Zulma avec l'étoffe de laine comme avec un manteau. Elle entoura la taille avec le grand pan qui tombait. Voilà la bergère, dit-elle. La jeune fille apparut dans toute sa beauté. On voyait qu'elle avait de petites mains grasses et un cou rond et solide. Quand Marthe abandonna l'étoffe de la main droite, de longs plis pareils à des troncs de jeunes bouleaux descendirent de la taille de Zulma jusqu'à terre, et on vit qu'elle était grande, bien faite, large de hanches, saine, d'aplomb et d'une beauté éclatante. Elle ne bougeait pas, elle baissait les yeux. Pour la première fois, on voyait que ses joues avaient la ligne pure des coques d'œufs. « Je ne peux pas, » dit madame Hélène. « Qu'est-ce que vous avez ? » « Je ne sais pas, » dit-elle. « Je viens de voir, je suis vieille, moi, c'était facile. » Ses yeux se mouillaient, le dessous de ses yeux se mouillait. « Ça ne ressemble plus à une femme ordinaire, » dit Jacou doucement. « Laissez-la se reposer, » dit madame Carl. « Elle ne se fatigue pas, » dit Honorine. « Oui, peut-être, » dit madame Carl, « c'est vrai. » Ce qu'il faut, dit Bobby, c'est vivre doucement, donnons du blé à Randoulet. Il n'aura pas besoin de descendre aux plaines pour changer ses moutons contre de la farine. Jamais personne ne m'a nourri, dit Randoulet. Tu nous donneras la laine, dit Bobby. Alors, dit Barbe, venez voir comment on fait pour habiller une belle fille. Elle se plaça en face du métier et elle commença à faire aller ses bras dans ce mouvement léger et précis qui disait sa grande habitude du tissage. Les montants de cèdre gémirent, la toile sonna sourdement sous les premiers coups de peigne, la navette sifflait, claquait. Ils s'étaient tous approchés, les femmes tout contre Barbe, presque sur elle, à la gêner, et tous les regards allaient de droite à gauche, et inversement en suivant la navette, et toutes les paupières s'abaissaient chaque fois que le peigne frappait la toile. Subitement, ils ne furent plus qu'un grand corps commun. Il n'y avait plus ni Bobby, ni Jacou, ni madame Hélène, ni personne. Il n'y avait plus le poumon de l'un, le cœur de l'autre, la jambe, la cuisse, l'œil ou la bouche, mais tous les yeux ensemble suivaient la navette, et dans toutes les poitrines, au même moment, sonnait sourdement le coup de peigne frappant la toile. La cadence des baguettes de lys obligeait les respirations à aller en mesure, puis peu à peu, ces mesures se rejoignaient, et ce n'était plus qu'une seule mesure, et tous les poumons respiraient ensemble. Tous les regards étaient attachés à la navette, le regard bleu de Bobby, le regard vert de Joséphine, le regard marron de Marthe, le roux, le gris, un autre bleu, un beau violet profond qui était le regard de Jacou, un aigu et froid qui était le regard du fils Karl,
et la navette les emportait tous ensemble, de droite et de gauche, de droite, de gauche, comme si elle tissait en même temps une toile avec tous ses regards pour les réunir en une chose solide. Ils étaient attachés à la navette tous au même point, à cet endroit de la navette de cèdre où le bois poli reflétait le soleil. D'un côté, ils étaient attachés là. De l'autre côté, les regards étaient attachés aux yeux de Bobby, de Jourdan, de Marthe, de Joséphine, de Madame Hélène, Madame Carl, le fils, Honorine, Randoulet, le noir. Les yeux de tous allaient ensemble, de droite et de gauche, de droite. Les muscles qui font bouger les yeux faisaient effort, tous ensemble, dans toutes les têtes. Les réflexions particulières de toutes les têtes étaient hachées en même temps par ce mouvement régulier, cet effort régulier comme de la paille sous le hachoir. Et de ce côté-ci du hachoir, il y a la poignée de paille avec toutes les tiges séparées les unes des autres, mais de l'autre côté du hachoir, il n'y a plus que le tas mélangé de la paille hachée dans un mélange qui n'est plus de la paille, mais de la paille hachée en un tas. Et aussi, d'un côté des lys, de ce côté d'en haut qui va des baguettes de lys jusqu'au montant d'en haut où sont sculptés le cerf et les étoiles, il y a tous les fils de laine de la chaîne séparés les uns des autres, chacun avec leur force, leur couleur, qui parfois change de la couleur du fil d'à côté par une petite chose presque invisible, mais qui est la personnalité propre du fil, et de l'autre côté des lys, du côté d'en bas qui va des baguettes de lys à l'ensouple, il y a la toile. Et elle n'est plus le fil, elle est la personnalité toile, tous les fils serrés et unis, et la réunion de toutes les subtilités de couleurs de chacun tremble dans la toile comme les reflets de nacre dans les coquilles de la mer. Chaque fois que le peigne frappait son cou, c'était comme le coup d'un tambour. Il avait des échos jusque dans les fondations de la maison et dans le sol du plafond. Il se répétait régulièrement chaque fois que Barbe serrait le fil de trame. L'oreille l'attendait. Il arrivait, il frappait dans l'oreille, le sang l'emportait à travers le corps. Mais en même temps, il frappait en dessous de la poitrine, dans le creux, sous la carène des côtes. Là où Joséphine était si sensible, là où Madame Hélène était si sensible, là où Madame Carl appuya soudain sa main en se disant « Qu'est-ce que j'ai ?» Elle sentait à chaque coup, à cet endroit-là, un mal délicieux et enivrant, comme quand on est sur un char et que soudain le cheval s'enlève au galop. Là où Jacou, Jourdan, Carl, Randoulet et le noir se sentirent saisis comme par une poigne. Là où se réveillèrent pas mal de souvenirs de Bobby, là où il fallait juste frapper pour donner au fils Carl l'envie de détourner la tête en un clin d'œil et regarder Zulma, toujours vêtue de l'étoffe de laine, séparée du groupe et seule, debout, dans les 4 rayons de soleil qui descendaient de la fenêtre. Barbe tissait au sauvage métier de cèdre. « Pourquoi, dit Bobby, avoir chacun notre petit champ de blé ? Si nous avions un grand champ de blé pour tous, que nous sèmerions ensemble et que nous faucherions ensemble et qui ferait du blé pour tous sans qu'on soit obligé de dire « mon blé » ou « ton blé » et sans que l'un de nous, qui nous donne la laine, soit touché dans son amour-propre quand nous lui donnons du blé, puisqu'il aurait charrué et semé et fauché et foulé et battu et mouliné et pétri et cuit le blé, de tous, avec nous tous ensemble, comme son propre blé. « Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis du blé ?» chuchotèrent les hommes. « Approchez-vous. » Ils s'approchèrent. Barbe serrait la toile du peigne et des baguettes, et le métier gémissait et grondait. « Si l'an prochain, dit Bobby, nous faisions un grand champ du meilleur de la terre, qu'elle soit à toi ou à un autre, d'abord peut-être qu'on pourrait faire que ce champ soit un peu de ta terre ou de la tienne, mais ce n'est pas sûr. Et le plus raisonnable, c'est de choisir la meilleure terre, qu'elle soit à toi ou à toi. Qu'est-ce que ça fait, puisque nous travaillons tous ensemble, que le blé serait à nous tous, et que l'important, c'est qu'il soit beau. » Pendant qu'il parlait, sonnaient les coups de peigne de Barbe qui serraient la trame de la toile, la belle toile de laine à grains de riz, épaisse et lourde et pure comme de la neige. Les coups du tambour sombre frappaient dans les oreilles. Le sang les charriait en même temps que le bruit des paroles de Bobby. Les coups frappaient dans le creux, sous les poitrines, où ils portaient tous le plus chaud et le plus sensible de leur vie et de leurs soucis. Jacou se mit à parler. Il regardait sa femme au métier à tisser, sa vieille femme,
et il n'aurait jamais cru qu'elle soit encore si forte pour tisser, si puissante dans tout ce qu'elle commandait dans son cœur terreux de vieux paysan, car il se souvenait du temps où il était allé la chercher dans son village, du tonnerre de Dieu, là-haut, dans les montagnes qui sont bleues, et elles ne sont bleues que lorsqu'on les regarde de loin. Quand on est là-haut, la terre est la terre, grise comme les autres, comme toutes les terres. Va chercher ce qui fait qu'on se met ensemble et qu'on va ensemble dans la vie, côte à côte. On ne peut pas vivre seul. Voilà que déjà là se trouve l'indication, si on veut bien se donner la peine. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a pu faire, Barbe? Il se curait la gorge de temps en temps et il parlait bas, malgré tous les curages, avec une petite voix que le bruit du métier à tisser couvrait. Des jours bons, des jours mauvais, mais sûrement pas quelque chose de solide, on peut l'affirmer. Et toujours la crainte que tout s'écroule quand ça va un peu bien, mais toujours ce qu'on peut dire, rien de solide, et toujours à batailler contre le sort. Jourdan et Karl se mirent à parler sans attendre que Jacou ait fini. Il s'agissait en effet de tout ce qui tenait à cœur et non plus essentiellement de ce qui tenait au ventre, si on pouvait dire. Le blé. « Qu'est-ce que vous dites ?» demanda Joséphine. « Nous parlons du blé. J'ai entendu que vous disiez « cœur ». Depuis un moment, elle voulait parler elle aussi. Elle avait un grand désir, parler pour se faire entendre de Bobby. « Le blé, dirent-ils. On dit toujours que c'est le principal, non, ça n'est pas le principal, ah non, alors. C'est justement pour ça, bien sûr que c'est nécessaire, bien sûr que c'est exactement comme l'air que tu respires. Si tu t'arrêtes de respirer, ou tu ne tiens pas longtemps, ou tu meurs. Et si tu n'as plus rien pour respirer, tu meurs, nous le savons. Nous savons la belle, la grande, la forte, la puissante utilité du blé. Qui dit le contraire? Personne. Nous moins que les autres, parce que c'est nous qui le savons le mieux. Mais justement, il faudrait que ça soit comme l'air qu'on respire. Il faudrait qu'on se serve du blé comme on se sert de l'air. Il faudrait qu'on s'en serve sans faire attention, machinalement, obligatoirement, comme d'une chose sans valeur. Voilà justement ce qu'il fallait dire. C'est très exactement ça. Comme d'une chose sans valeur, comme de l'air, comme d'une chose inépuisable qu'on prend, qu'on avale, et voilà. Sans aucune valeur absolument, comme de l'air. Car on aurait moins besoin de consacrer tant de temps à cette nourriture qu'on avale, et puis c'est tout. Je ne dis pas, c'est agréable, je sais, bien sûr, c'est agréable de manger, c'est une joie, ça fait du sang, ça compte, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne compte pas pour tout. Je veux dire que quand on n'a qu'une seule joie, c'est comme quand on a une seule lampe ou un seul enfant. D'un seul coup, tout peut s'éteindre. Ou même, je veux dire qu'une seule lampe, par exemple, tout en restant allumée, elle n'est parfois pas suffisante si elle est seule dans une grande chambre. Car au fond, nous avons beaucoup de besoins, et pas seulement le besoin de blé. Si tu réfléchis, regarde combien de choses nous désirons qui sont pour nous des choses principales. Et si on nous disait « prive-toi de manger pour les avoir », nous nous priverions de manger. Mais c'est absolument obligé, comme de respirer de l'air. Et alors, faisons que ça ne nous pèse pas, que ça ne soit pas difficile, mais très facile. Et alors nous aurons du temps pour tous nos autres besoins. Au fond, les choses sont simples quand on y met de la bonne volonté. « Ouais, » disait Karl. Il y avait une grosse approbation dans Karl. Il parlait, il disait son mot, il était d'accord. Et à côté de lui, le fils faisait « oui » de la tête. Et Randoulet, même qui écoutait tout renfrogné, mais battu au creux de la poitrine par les coups sourds du peigne qui serrait la trame, il approuvait aussi. Il entendait de l'autre côté Jacou qui continuait à parler de ses rêves, de ses animaux merveilleux, de ses taureaux presque trop beaux pour être sur terre, de ses vaches avec des mamelles de crème, avec même parfois des mots, et on se demandait où Jacou allait les chercher quand il disait « Ils ont des yeux gros, comme des culs de bouteille, et si paisibles que moi je m'y mets devant pour me faire la barbe. » Et il en parlait comme si c'était vrai, comme si ces animaux étaient déjà là, et ils étaient encore dans le rêve. Mais Randoulet comprenait, parce que lui, il savait ce que c'était qu'être lié à des bêtes comme par des boulons et des clous de fer. Et c'était de reste de lui dire que parfois on se priverait de manger pour ne pas se priver d'une autre nourriture qu'on considère à ce moment-là comme bien plus nourrissante. Car qu'est-ce qu'il faisait, lui, avec ses moutons, sinon cette chose-là même? Car, se disait Bobby, la joie et la paix. Il faudrait que la joie soit paisible. Il faudrait que la joie soit une chose habituelle et tout à fait paisible et tranquille, et non pas batailleuse et passionnée.
car moi je ne dis pas que c'est de la joie quand on rit ou quand on chante ou même quand le plaisir qu'on a vous dépasse le corps. Je dis qu'on est dans la joie quand tous les gestes habituels sont des gestes de joie, quand c'est une joie de travailler pour sa nourriture, quand on est dans une nature qu'on apprécie et qu'on aime, quand chaque jour, à tous les moments, à toutes les minutes, tout est facile et paisible, quand tout ce qu'on désire est là. Et malheureusement, il y avait là Joséphine, et le bruit du métier de tous pouvait être un bruit à gonfler les oreilles comme le bruit des torrents. Ce qu'il entendait le mieux, c'était le bruit de la respiration de Joséphine. Et les coups sombres du métier à tisser pouvaient se répercuter dans les échos de dessous terre et les fondations de la maison et faire trembler la semelle de ses pieds. Ce qui véritablement le faisait frissonner des pieds à la tête, c'était le petit choc tiède de la respiration de Joséphine qui venait frapper contre sa joue droite. Et il savait qu'elle était près de lui, qu'elle le regardait avec ses yeux verts. Il savait qu'elle avait une bouche épaisse et chaude. Il savait qu'elle avait des seins juste à la mesure de ses mains à lui, qu'elle était pleine pour lui d'une joie qui, justement, quand il la ressentait, dépassait son corps à lui. Il se rendait compte, justement, que pour lui, désormais, la joie ne serait pas paisible. Et il était là à se débattre et à lutter parce que la joie n'est rien et ne vaut pas la peine si elle ne demeure pas. « Nous pourrions d'abord, dit Bobby. »« Écoutez, tais-toi, Barbe. »« Quoi ?» cria Barbe. « Arrête-toi un peu qu'on s'entende parler. » Barbe s'arrêta de travailler. « Voilà ce que nous pourrions d'abord faire, dit Bobby. Cette année-ci, puisque c'est trop tard, nous commencerons, si vous voulez, par faire une moisson commune. Nous faucherons dans chaque champ, mais nous foulerons tout le blé sur une seule aire, sur l'aire de tous et tous ensemble. Nous mettrons le grain dans une seule grange, il sera ni à l'un ni à l'autre, comme le cerf. Il sera à tous, aussi bien à Randoulé qu'à nous. Et l'an prochain, nous choisirons un champ et nous sèmerons notre blé tous ensemble. Nous aurons, dit-il, avec un petit sourire gris, un peu plus de temps pour nous occuper de ce qui est le volontiers. Au moment où tout le monde s'apprêtait pour partir, Bobby s'approcha de Madame Hélène. « Je pense, dit-il, que pour vous ce sera plus difficile parce que vous avez un fermier. Je ne sais pas s'il voudra faire partie de notre association. »« Je ne sais pas, dit Madame Hélène. Toutefois, je pourrais toujours mettre à la commune ce qui me revient de ma part. »« Oui, dit Bobby. Mais demandez-le lui quand même. »